Il ne se passe presque pas un seul jour sans qu'un couple ne vole en éclats. Chaque année, sur le continent africain, on assiste à des démariages, une situation qui ne cesse de faire croître le nombre de personnes divorcées à travers le continent. Passage devant le juge, clé de la liberté, clé d'un nouveau célibat. On est loin du remords. Avec ou sans enfants, divorcer est devenu un phénomène des plus banals. Seulement, on arrive aujourd'hui à se poser une question. Est-ce que se reconstruire est tout aussi banal? Bibi Chkoun est notre invitée. L'écrivaine camerounaise, auteure de livres, propose au lecteur l'expérience de la petite Mouna. Dans le livre, elle parle non seulement de sa vie depuis sa toute petite enfance, mais aussi de son divorce, sujet qui nous ramène à ce jour. Et l'expérience de Mouna sert un peu, pas forcément comme un modus operandi, mais est une clé pour des femmes ou des hommes divorcés, selon le positionnement, pour déboucher sur une reconstruction personnelle, mais surtout saine. Vous allez le voir, c'est loin d'avoir été facile. Une vie après le divorce, c'est possible. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver sur Dash News pour notre rendez-vous hebdomadaire Moi Femme. Je suis ravie de vous retrouver et Bibi Chkoun nous a retrouvés. Vous êtes écrivaine camerounaise, auteure de livres que je tiens avec pour postface Dr Elisabeth Fon et préface de professeur Jean Baébec. Ça vous a pris combien de temps pour arriver à cette belle proposition? C'est un roman et c'est Mouna qui est le sujet principal. Oui. Déjà, merci pour l'invitation. Donc, Libre m'a pris combien de temps? C'est assez difficile de donner le temps de l'écriture de Mouna, mais je pourrais dire 6 mois, l'écriture en elle-même. Mais tout le temps pour le livre, ça a fait 1 an, on va dire. C'était une écriture thérapie pour vous? Exactement. C'est justement parce que c'était très, très intime. Libre, c'est mes tripes. Libre, c'est mon cœur. Donc, c'était très éprouvant même d'écrire Libre. Bah, on le ressent, hein, on est à 162 pages d'un roman assez saisissant. 164 oui, assez saisissant et on se rend compte que Mouna, est-ce qu'on peut l'identifier à vous-même? Bien sûr, on peut identifier Mouna à moi, à vous, à toutes les femmes qui regardent, à toutes les personnes finalement qui ont connu des tourments émotionnels et qui essayent de sortir la tête de l'eau. Donc Mouna, c'est mon histoire, c'est l'histoire des femmes, c'est l'histoire des hommes, enfin, tous ceux qui en tout cas ont eu des problèmes avec la santé mentale, parce que finalement, il s'agit de la santé mentale qui est exposée maintenant au travers de différents tabous tels que le divorce qui est notre sujet. Voilà. Du jour. On va revenir un peu sur le chapitre 4 que vous avez intitulé « Le gouffre ». À la page 84, pour ceux qui ont eu copie 83, pour ceux qui ont pu avoir ce magnifique roman entre les mains. Et vous dites, à l'entame de ce chapitre, le divorce est un mot qui dérange et choque du simple fait qu'on l'évoque. La vérité est qu'aucune femme ayant pris la décision de se marier ne prévoit qu'elle divorcera un jour. Tout à fait. C'est ce qu'il faut dire. Le divorce est malgré tout, alors, malgré que le divorce soit banal, oui, je vais le dire parce que c'est banal. Il y a beaucoup plus de personnes divorcées aujourd'hui, mais ça reste tabou. On n'en parle pas. Les personnes divorcées sont des gens brisés. Et quand on parle de personnes divorcées, j'aime bien qu'on fasse le distinguo entre les femmes et les hommes. Parce que les femmes ne vivent pas le divorce de la même manière que les hommes. En tout cas, en Afrique, c'est différent. C'est sur l'aspect psychologique sur tous les aspects, ou financier? L'aspect psychologique, l'aspect financier, l'aspect matériel, l'aspect humain, bah, tout est différent. Parce que je dis toujours que la société est beaucoup trop permissive avec les hommes et trop dure avec les femmes. Donc les femmes le ressentent plus dans leur chair, dans tous les sens. Parce qu'il faut dire qu'un divorce, déjà, ça détruit l'âme. Les femmes ne se sentent plus femmes, elles sont une poubelle. Bon. Si le divorce détruit l'âme, comment est-ce qu'on arrive à finalement avoir un phénomène qui est des plus banals?
Est-ce que c'est parce que les candidats au mariage s'appuient sur des bases forcément erronées? Il y a plein de raisons. Là, on parle des causes du divorce. Il y a plein de raisons. Bien sûr qu'il y a même la raison de... Les raisons du divorce sont souvent les raisons du mariage. Tout simplement. C'est pour ça qu'il faut rentrer à la genèse. Qu'est-ce qui fait qu'on se marie aujourd'hui? Quelles sont les raisons pour faire qu'on se marie? Malgré les fameuses préparations au mariage. Malgré la préparation. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle une préparation? Est-ce que la préparation, c'est de vivre ensemble un moment, de se connaître et de se dire que ça va? Je dirais que non, parce qu'il y a des couples qui ont vécu ensemble 7 ans, 10 ans et qui se marient et divorcent 2 ans après. Tout comme il y a des couples qui n'ont pas du tout vécu ensemble et sont mariés depuis 25 ans. Qui tiennent. Maintenant, et même là, encore tenus, c'est quoi? Tu sais, Adrienne, il y a des gens qui divorcent, qui ont le courage d'aller jusqu'au divorce, parce que ça demande du courage, et il y en a qui sont mariés et qui ne sont plus en couple depuis très longtemps. Est-ce qu'on peut estimer que, parce que si on va parler en termes de génération, la nouvelle génération est dans un approche changement de mentalité, on n'est plus forcément ancré dans la patience quand on est en couple. On a un peu cette aptitude ou bien cette facilité à dire si ça ne va pas, on se sépare. Ce qui est contraire à la relation de nos parents, nos grands-parents avant, parce qu'aujourd'hui, on a des relations Kleenex. Bien avant les années 80. Tout à fait. Mais pour quelle raison? Il y a eu l'avènement des réseaux sociaux, Internet, l'émancipation, encore plus des femmes. Les femmes travaillent de plus en plus. Les femmes ont pris conscience de leurs valeurs. Je dis ça pourquoi? Parce que maintenant, des femmes, elles supportent toujours des choses, mais... il y a un minimum. Quand tu n'arrives plus à te regarder dans la glace, quand tu souffres, quand tu es battu, quand tu es éteinte à l'intérieur. Vous arrivez à nous dire, par exemple, que les anciennes générations, ou bien nos parents, les femmes d'avant encaissaient beaucoup trop. Et subissaient un peu trop. C'est choquant de le dire. Bien sûr, elles supportaient beaucoup trop. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles les femmes qui sont mortes, moi je les appelle les femmes qui sont éteintes à l'intérieur et mortes, restent dans des mariages qui ne les conviennent pas. Parce que quand tu vas aller voir ta mère, tu vas aller voir ta grand-mère, tes tantes, qu'est-ce qu'on te dira? Si tu as même le courage d'aller les voir, parce que dans certaines situations, tu ne vas même pas les voir. Mais si tu vas les voir, ils vont te dire quoi? Il faut supporter. À notre époque, on supportait. À notre époque, c'était comme ça. Il faut supporter. Et des fois, tu n'as même pas la force d'aller les voir, parce que tu sais déjà qu'on va te dire non. C'est de ta faute, tu es une femme. On a conditionné les femmes comme ça depuis l'enfance. On te dit, les femmes portent le mariage, les femmes portent le monde, les femmes portent le fardeau. C'est-à-dire qu'on met dans la responsabilité du divorce sur toi. La responsabilité, c'est-à-dire même quand ton mari se porte mal, c'est de ta faute. Et maintenant, si tu as fait un mariage où les gens n'étaient pas très d'accord ou que tu portes toute la responsabilité. Dans tous les cas, Adrienne, les femmes portent toute la responsabilité de chèque de mariage. Quand c'est bien, c'est la femme. Quand c'est mauvais, c'est toujours la femme. Tout à fait. C'est un peu tout. C'est même biblique. C'est même biblique. Il faut le dire. Parce qu'on dit que la femme sage bâtit sa maison et la femme qui n'est pas du tout futée la détruit de ses propres mains. Donc c'est un conditionnement depuis l'enfance. Tu vois une petite fille qui balaie à la maison et ne balaie pas bien, qu'est-ce qu'on va lui dire? Toi là, je ne sais pas si tu vas aller en mariage. Donc c'est ce qu'on a conditionné. Donc les femmes supportent. D'ailleurs, pour être une femme qui a de la valeur aujourd'hui, c'est-à-dire on te caractérise, on te valide parce que tu supportes. Mais c'est terrible ça. Donc en fait, une femme forte, c'est une femme qui se laisse battre. Une femme forte, c'est une femme qui est qui est suicidaire, on va dire. Parce qu'il y a des femmes qui sont battues, qui sont traitées comme n'importe quoi et qui restent dans des mariages. Ça fait sourire, pourtant c'est très grave bien sûr, ce que vous dites, ce bien que sûr, vous décrivez là. Bien sûr. Mais maintenant, est-ce que cette façon de penser, cette approche qui veut que la femme soit plus autonome, plus indépendante, plus avertie sur ce qu'elle peut encaisser ou ne pas encaisser, ne pose pas vraiment le problème de la fragilisation de cette institution qu'est la famille et qu'est le mariage? Bien sûr. Je pense que tout comme on apprend aux femmes, aux petites filles depuis toutes jeunes à être une femme, une épouse, on doit apprendre aux hommes aussi à être des bons partenaires pour leurs femmes. Et puis, la famille a un rôle à jouer très important. D'accord? Très, très, très important. On a besoin de modèles, de l'éducation. Parce que très souvent, un homme qui est même un mauvais père de famille, c'est parfois un homme qui a vu son père battre sa femme, qui a déjà une structure familiale assez dysfonctionnelle, assez fragilisée. Donc, tu vas répéter. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des schémas générationnels comme ça qui se répètent. D'accord? Donc, les femmes portent tout.
Les femmes portent tout. Et ce n'est pas normal parce que l'échec d'un mariage, de toute façon, est imputé aux deux personnes. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Donc, parce que très souvent, quand on voit une femme qui s'est reconstruite après un divorce, on pense qu'elle fait l'apologie du divorce. On va justement arriver au niveau de la reconstruction. Mais avant, parlons un peu de votre expérience personnelle. Vous êtes divorcée et tout à l'heure, vous avez dit le divorce brise. Oui. À quel moment est-ce qu'on prend la décision de dire stop, plus rien ne va, on passe devant le juge? Alors, comme je l'ai dit, via Mouna, l'héroïne dans le roman, aucune femme qui se marie ne souhaite divorcer. Ça, c'est ce qu'il faut retenir déjà. Donc, ce n'est pas parce qu'une femme s'est reconstruite qu'elle fait l'apologie du divorce. Non. Toutes les femmes qui sont, en tout cas toutes les femmes que je connais... Est-ce qu'à regarder votre livre, au vu du contexte social, nous sommes en Afrique subsaharienne, les mentalités, les cultures, est-ce que libre aujourd'hui n'est pas taxé justement de faire l'apologie du divorce? Absolument pas. Libre, c'est un appel à l'amour, c'est un cri d'amour, un appel à l'amour, un appel à la résilience. En gros, c'est de pouvoir sortir de cet abîme profond dans lequel on se met, enfin, dans lequel on est, quand on a connu des tourments comme le viol, la dépression, le divorce. Donc le divorce, il faut montrer aux gens aujourd'hui que le divorce brise et que le divorce vécu par les femmes, ça s'apparente à une condamnation à mort, Adrienne. Parce que quand tu es une femme divorcée en Afrique aujourd'hui, tu es une poubelle de vie, tu es une pute, tu es une femme qui ne sait pas garder un homme, tu es une femme qui ne dure pas dans le mariage, tu es une femme tu es une femme légère, tu es une femme qui ne... Encore que même les femmes vous attribuent cette casquette. Et voilà, et encore que même les femmes nous attribuent cette casquette. Donc, c'est-à-dire que c'est très difficile. Donc, il est question... Vous êtes un peu comme un danger dans le clan des mariés. Exactement. Donc, on dit même, tu es l'exemple à ne pas suivre. Non, tu n'es pas une héroïne quand tu es divorcée. Tu le ressens dans ta chair, tu es taxée. En fait, tu sers d'exemple à ne pas suivre. Donc, personnellement, le divorce m'a brisé. La question, c'était comment faire, comment est-ce qu'on arrive à cette difficile décision. Quand on a tout essayé, quand on n'arrive plus à se regarder dans la glace, quand on n'a plus conscience de qui on est. C'est comme ça qu'on arrive au divorce. Quand on a trop subi, on ne sait même plus. Non, c'est important de dire, parce qu'il y en a qui subissent, et quand on prend la force, on n'arrive plus à se regarder. On n'arrive plus à se mirer même. On ne peut pas se voir dans un miroir. Quand on connaît la dépression morbide, on comprend que soit on divorce, soit on meurt. Et cette approche qui veut qu'on s'entende parfois dire « tel a subi ça, mais elle est restée. » Mais il faut couper cette chaîne. Mais chacun est libre de choisir la vie ou la mort. Hein. J'ai choisi la vie. Oui. À un moment donné, je sais que ça va choquer, mais on est là pour choquer les gens, pour déconstruire les mentalités. À un moment donné, moi, j'ai dit mon divorce m'a sauvée. Oui. C'était une opportunité, ça m'a sauvée pour déjà régler beaucoup de problèmes, beaucoup de blessures émotionnelles intérieures que j'avais avant même de me marier. Avant de me marier. C'est pour ça qu'avant de se marier, on va parfois dans le mariage en se disant qu'on va guérir de ces blessures émotionnelles, on va guérir de ces problèmes. Si rien n'est réglé avant, les choses ne se règlent pas dans le mariage. Ça va s'amplifier. Alors, si tu as déjà rencontré des problèmes avec ton conjoint et que tu te dis que ça va se régler avant le mariage, ça ne va pas se régler avant le mariage ou dans le mariage. Ça ne va pas se régler dans le mariage, ça va amplifier. En gros, qu'est-ce que j'essaie de dire? Comme on parlait de raisons fondamentales pour se marier. On ne va pas se marier parce qu'on aime quelqu'un. C'est léger. C'est très léger. C'est pas toujours l'amour qui... Non, l'amour c'est la base. Mais c'est pas, tu ne peux pas l'épouser un homme parce que tu es folle amoureuse et que tu as les papillons dans le ventre et que tu es complètement folle. Il faut même avoir peur. Tu dois épouser un homme sur qui tu peux te reposer. Une épaule forte, un homme déjà bien dans ses bottes, bien dans sa peau, qui a toute sa tête, qui n'a aucune charge émotionnelle, qui est bien, qui est en santé mentale, morale. Et Bibiche, à vous suivre, parfois vous aimez à dire une femme qui normalement doit dire j'aime quelqu'un devrait commencer par s'aimer elle-même. Absolument, absolument. Et c'est quand on prend conscience de sa valeur qu'on accepte n'importe quoi. Je ne suis pas ici pour dire que le mariage n'est pas bien, absolument pas. Je ne fais pas du féminisme à outrance. Je pense que, et j'ai toujours pensé qu'une femme, l'homme est régi d'un instinct grégaire, mais aussi Dieu a mis... Le mariage est une institution divine. Le mariage est bien quand c'est avec la bonne personne.
Ok. Moi, après mon divorce, je ne pensais absolument plus à me marier. Ça fait partie des conséquences du divorce, mais je vais mieux aujourd'hui. Je vais très bien, je suis en pleine forme. Et puis, surtout, j'ai appris à m'aimer. Ne pas attendre la validation d'un homme. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas parce que pour exister. Mais beaucoup de femmes vivent à travers leur mari. Ce n'est pas mauvais. Vous faites un. Mais tu as d'abord une individualité. Tu es une femme, tu as de la valeur. Ça, c'est ce qu'il faut dire. On attend beaucoup d'elle. Il y a des femmes qui... Mais à un moment, est-ce qu'on arrive à poser la question, est-ce que toi, tu vas bien? Voilà. Mais à un moment donné, c'est justement ça. C'est pour ça que ce n'est pas toujours... Il ne faut pas accuser tout le temps la société ou tout. Il faut prendre ses responsabilités. En fait, c'est ce que moi, je veux dire aux femmes. Tu es une épouse, tu es maman, tu es chef d'entreprise, tu es employée. Il faut que tu prennes le temps pour toi. Parce que tu es d'abord une femme. Tu peux pourquoi on pense qu'on ne peut pas être tous en même temps? Tu peux être une épouse. On peut être maman, on peut être épouse, arriver à déconnecter avec tout ça et prendre du temps pour soi-même. Il faut. Il le faut. Parce que c'est très bien pour ta santé mentale. Parce que si tu ne le fais pas, à un moment donné, le vase remplit et puis tu craques. Tu craques. Encore que lorsqu'on a passé toute sa vie à donner, à se soucier des autres, à se laisser aller, à s'oublier, parce que carrément, certaines femmes dans certains foyers arrivent à s'oublier. Le mari est en premier plan, les enfants par la suite, et puis le réveil, parfois, il est brutal. Tu vois une femme qui se lève à 45 ans ou à 50 ans et se dit « Waouh !» Depuis que j'ai accouché, depuis que, enfin, tous ces ans, je n'ai plus travaillé, je n'ai plus de valeur. Je ne sais même plus ce que c'est que travailler, me lever le matin, faire un chignon, me mettre un peu du rouge à lèvres ou alors me parfumer. J'en sais rien, moi, chacun a ses goûts. Ou aller, j'aimais bien lire, je ne lis plus. J'aimais bien aller faire mon jogging le matin, je ne le fais plus. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Comme je t'ai dit, c'est un conditionnement dès la base. Tu sais que tu te maries, très souvent, tu mets ta carrière de côté pour ton mari. Et là, on te dit, tu es une bonne épouse, tu es une très bonne épouse, parce que tu te... Il y a la responsabilité, l'éducation. Après, il y a les enfants, tu ne fais plus. Donc, tu n'as plus de valeur. Aujourd'hui, Adrienne, beaucoup de femmes sont éteintes à l'intérieur. Elles sont éteintes. Elles font des choses comme de manière robotique. C'est des automates. Est-ce que les femmes divorcées arrivent à s'entendre forcément avec des femmes qui sont encore en mariage? Parce qu'on a l'impression qu'il y a d'un côté les divorcées et celles qui sont mariées, au-delà du fait que la divorcée est perçue comme celle-là qui est un peu libertine. Est-ce que sur le continent, si on prend l'exemple du Cameroun, est-ce que c'est facile pour vous, par exemple, quand vous êtes au milieu d'une assemblée et que vous êtes parmi des femmes mariées, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être étiquetée? Comme je disais, c'est ça, c'est le revers de la femme divorcée. Mais à un moment donné, il ne faut plus regarder ça. Bien sûr que quand tu es divorcée... Absolument. Enfin, je dis, je suis divorcée, mais ce n'est pas, c'est pas ce qui me caractérise d'être une femme divorcée. Je suis une femme. Est-ce que divorcer, c'est l'équation qui mène directement à une vie, à un libertinage? Absolument pas. Absolument pas. Quand tu es divorcé, ça veut donc dire que tu as été marié. Si tu as été marié, ça veut dire que, oui, pour parler comme les femmes en Afrique ou qui se sentent, qui ont de la valeur uniquement qu'elles sont mariées, ça veut donc dire, pour aller dans leur, dans leur camp, qu'il y a un moment où un jour, un homme est resté et réfléchi sur toi pour dire qu'il va t'épouser. Donc, ça veut dire donc à un moment, j'étais comme vous. Oui. Il y a un homme qui est resté réfléchi et s'est dit que je vais lui donner mon nom. Bon, pourquoi non maintenant? Parce que ça n'a pas marché. On va me taxer de femme libre. Et puis, c'est quoi être une femme libre? Moi, je dirais qu'une femme libre, c'est une femme qui s'assume, une femme qui a une santé mentale impeccable, une femme qui sait qu'elle a de la valeur, une femme qui ne se dit pas que c'est parce que je suis divorcée que je suis une poubelle, parce que la société l'a condamnée. Et comme je dis, quand tu es une femme divorcée, mère célibataire, c'est double dose, double peine. C'est direct la condamnation à mort. Mais pourquoi? D'aucuns même prédisent des destins pas très élogieux pour les enfants qui vivent, qui désormais vont évoluer dans un cadre de monoparentalité. Oui. Parce qu'on se dit qu'en tant que femme, certes, il y a une réalité et à l'entame de notre échange, vous l'avez signifié, le divorce est vécu différemment qu'on soit un homme ou une femme. Pour les femmes, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Financièrement c'est plus difficile. La déchéance sociale, la déchéance financière, la déchéance morale, mais vraiment financière, parce que très souvent, on est dans une société patriarcale, donc c'est l'homme généralement qui est le pourvoyeur de fonds. Du coup, dans plein de ménages, quand il y a un divorce, la femme n'a plus de sous. C'est pour ça qu'on a aussi peur du divorce. Voilà, mais justement, il y a des femmes qui restent... Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui restent en mariage juste parce qu'elles n'ont même pas l'argent de taxi pour partir? Il y a des femmes qui veulent partir, elles ne peuvent même pas. Elles restent donc avec un mari qui les dégoûte,
qui les répugnent, qui ne les respectent plus, qui les bastonnent, qui font qu'elles n'ont plus confiance en elles. Il y a des femmes qui ne sont plus des femmes. Elles développent même de la testostérone. Elles ne sont plus des femmes. Parce qu'elles réfléchissent trop, elles ne sont pas apaisées. Elles prennent 10 ans, 20 ans de vieux. Elles restent là parce qu'elles ne veulent pas partir. Mais elles vont partir où? Elles n'ont pas de travail. L'inconnu. Elles vont partir où? Elles ont peur de l'inconnu, mais il faut beaucoup de travail. Donc du coup, il faut dire aux femmes d'être responsables. Est-ce que c'est le fait d'être financièrement autonome qui a contribué à ce que vous soyez exactement la femme que vous êtes aujourd'hui, après votre divorce? Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que j'étais une femme autonome que je suis allée divorcer. Absolument pas. C'est parce que rien n'était plus possible. Pour moi, divorcer était garder le peu de dignité qu'il me restait. Ça n'a rien à voir avec les sauts. J'ai souffert. J'ai connu la misère, les humiliations. J'étais plus bas que terre. J'ai connu le suicide. Je suis arrivée à la clinique Saint-Jean avec la rigidité cadavérique entamée au niveau de mes pieds. Donc, quand on voit une femme qui s'assume et qui dit « Ok, je suis divorcée, maintenant je vais bien », on pense qu'elle parle, elle parle de l'apologie du divorce, qu'elle veut faire l'apologie du divorce pour dire « Allez divorcer », mais je ne dis pas aux femmes d'aller divorcer. Déjà, on ne dit pas à quelqu'un d'aller divorcer. Et d'ailleurs, il faut avoir de la force pour aller divorcer. On ne divorce pas. C'est conçu comme un échec, il faut le dire. Le divorce reste un échec personnel. C'est vrai. Mais maintenant, on ne devrait pas supporter. Mais maintenant, on ne peut pas supporter ce sac lourd à porter au dos toute une vie. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'infliger cela personnellement. Il faut avancer. C'est pas parce que tu es une femme divorcée que tu ne vas pas connaître, tu ne connais pas l'amour, que tu n'es pas une personne. Parce que très souvent, les femmes divorcées se disent que comme je suis divorcée, je ne suis pas une personne, bien. Mais ça n'a rien à voir. Elles se remettent sur le marché au rabais. Voilà, elles se remettent sur le marché au rabais, tout comme les mères célibataires. Je parle des mères célibataires via Mouna dans le livre, exactement, parce qu'on parle de monoparentalité, ce n'est pas qu'avec le divorce. Il y a des femmes qui n'ont jamais été mariées, qui élèvent seuls leur enfant. Du coup, quand elles rencontrent quelqu'un, elles baissent le standard, elles enlèvent leur couronne de femme, et puis elles se vendent au rabais, parce que comme tu es une femme divorcée, ça veut dire que tu veux vivre le mariage, ça veut dire que tu veux qu'une... Ce parapluie, entre guillemets, de protection. Oui, tu veux très vite qu'un homme vienne dans ta vie. Mais je vais te dire que de ce que moi j'ai vu de mon expérience... peut-être seule. Oui, bien sûr, de mon expérience, des femmes divorcées, en tout cas que je connais, certaines sont fortes. Sont fortes. Mais beaucoup sont brisées. Parce que c'est une honte. Comme je dis, quand tu portes le vêtement de femme divorcée en Afrique, dans notre société, tu es une poubelle, tu es une pute. Non, il faut le dire, tu es rien du tout. Mais il faut montrer aux femmes que si tu es dans un foyer où on te bat et que tu vas mourir et que tous les jours on te bastonne, mais tu as le choix de rester ou de partir. C'est toi qui vois, c'est ta vie. Mais à quoi sert une femme mariée qui est battue, qui est éteinte, dont on violente même verbalement et qui est malheureuse avec ses enfants? Les enfants ne sont pas bien. Hein. Les enfants le savent. Le titre de madame. Le type de madame, oui, je suis madame telle. Et des femmes qui sont dans leur foyer et payent tout. On arrive à avoir des enfants qui demandent au moment de partir, mais on aura cette réponse, je suis là parce que, à cause de... Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elles vont reproduire. Quel est l'exemple que tu montres à tes filles? Toi qui pleures tout le temps, qui te laisse battre par un homme, qui t'insulte devant tes enfants. Tout commence par la famille. Demain, tu auras des filles qui, parce qu'elles ont vécu ça, vont reproduire le schéma. Moi, je sais que, tu vois, une petite fille va se dire, non, moi, je sais que le mariage, c'est qu'on te bat et tu supportes tout. La patience, supporter. On a mis ça dans la tête des femmes. Donc, du coup, elles préfèrent mourir avec les honneurs, entre guillemets, parce que je ne vois pas quel honneur il y a à mourir parce qu'on te battait et que tu étais une bonne femme. Je préfère qu'on m'insulte que je suis une mauvaise femme parce que j'ai choisi la vie. Est-ce que le travail reste le premier levier de cette réintégration-là pour les femmes divorcées? Alors, je ne suis pas très à l'aise quand on parle de le travail et divorcer. Moi, je ne vois pas le rapport. Parce que tu peux travailler, mais tu n'as aucune conscience de ta valeur. Parce que si on met le travail, on fait un lien entre le travail et la capacité, la réalité par rapport au divorce. On dira donc que
Oui, les femmes indépendantes, les femmes qui ont beaucoup d'argent ne veulent pas se marier, mais c'est faux, ça n'a rien à voir. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont aucune conscience de leur valeur. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'argent et souffrent de la dépendance affective. Elles sont avec des hommes qui les traitent comme des chiffons, oui, comme des Kleenex, qui les jettent, qui ont des relations Kleenex tout le temps. On les jette, on les utilise n'importe comment. Mais peut-être ils ont beaucoup d'argent, bien sûr, ça existe. Donc la première chose, c'est l'amour de soi. Il faut reconnaître ta valeur. C'est extrêmement important. Ne pas attendre la validation de quelqu'un, qui que ce soit. De te dire, oui, je sais que j'ai de la valeur. Pour moi, je sais que j'ai de la valeur. Je n'ai pas besoin qu'on me dise qu'un homme a de la... C'est pourquoi après un divorce même, une séparation, il faut rester seul. Oui. Tu ne peux pas quitter d'un divorce et aller dans une autre relation. Il faut te reconstruire, ça prend du temps. Il faut se reconstruire, il ne faut pas sauter dans les bras de Dieu pour avoir quoi, une relation pansement. Très vite. Pourquoi? Pour ton ego, Parfois, pour te dire j'ai pu avoir quelqu'un d'autre, mais non. On reproduit les mêmes erreurs. Voilà, on reproduit les mêmes erreurs. Les démariés suivent-ils, si on parle des femmes, les femmes démariées, suivent-elles les mêmes trajectoires? Ou tout Je comprends pas. Ou tout dépend du... Est-ce qu'elles ont, par exemple, les mêmes destins quand on est divorcé? Est-ce qu'on peut les mettre dans une même case et cocher et dire, bon, c'est le même process et elles vont finir pareil? Non, non. Il y a des femmes divorcées qui sont... Enfin, je ne sais pas si je comprends la question. Oui. Qui sont vite mariées. Voilà. Il y a des femmes divorcées qui ne veulent plus. Parce que tout est question d'abord dans le cœur. Il y a des femmes qui sont divorcées qui ne veulent plus se marier du tout. Oui. Mais elles ne veulent plus se marier, pourquoi? Il faut préciser très souvent, c'est parce qu'elles sont brisées à l'intérieur. Elles n'ont plus confiance en rien. Elles ne veulent plus reproduire le même schéma. Elles ont peur. Elles ont une peur panique de l'abandon, une peur panique du rejet. Mais finalement, elles n'ont pas confiance. Elles n'ont confiance en personne. Mais tu sais quoi? En fait, elles n'ont pas confiance en elles. Peu importe les hommes qui viennent dans ta vie, tu n'as pas confiance. Tu ne peux pas avoir confiance. Bon, maintenant, si on parlait du divorce et les enfants au milieu de tout ça. Ce sont les enfants qui subissent le plus, malheureusement, avec le divorce. Les enfants sont même les véritables victimes du divorce. Les pauvres qui n'ont pas demandé à naître. Maintenant, ils doivent vivre avec des parents. C'est pour ça qu'il faut beaucoup communiquer. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux tout de même le traumatisme d'une séparation qu'une vie où... Ce que je pense, c'est qu'il faut tout faire pour ne pas divorcer. Voilà. Ça, c'est ce que je pense. D'accord? Je pense qu'il faut tout faire pour ne pas arriver au divorce. Quand on arrive au divorce... En commençant par bien se marier. En commençant par bien se marier. C'est très important. Il faut avoir une destinée de vie. Une personne qui t'est destinée. On ne se marie pas parce qu'on est fou, je suis fou de lui, je suis fou d'elle, je me marie. Non, est-ce que tu sais si, en cas de séparation, vous pourriez bien gérer la coparentalité? Est-ce que tu sais si c'est un homme qui a des valeurs de famille? Est-ce que c'est un homme qui... Parce que, comme on parlait de la déchéance qui vient financière, qui vient après le divorce, est-ce que tu sais que c'est un homme qui aime sa famille et que, peu importe ce qu'il arrive, il va toujours s'occuper de ses enfants? Non. Il y a beaucoup de femmes, j'en connais, qui font des choses pas très catholiques pour nourrir les enfants. Il y a des femmes qui, justement parce qu'elles souffrent pour nourrir les enfants, ne peuvent pas faire confiance à quelqu'un. Ah non, mais elles souffrent parce que après le divorce, pour se reconstruire, ça prend du temps. Après, bien sûr, il y en a qui n'ont pas réussi à guérir de leurs blessures, qui retombent très vite dans les bras d'un homme et qui ne sont pas guéris. Alors, ce que tu viens de dire, dans notre bourreau, non, il faut enlever sa responsabilité toujours aux hommes. Parfois, une femme est son propre bourreau, est sa propre toxicité. Si tu pars avec un homme et tu n'es pas guéri, tu es peut-être toi qui seras son bourreau. C'est ce qu'il faut dire. C'est peut-être toi qui seras son bourreau. Parce qu'il faut guérir. Si tu es dans une relation où tu mets de la toxicité avec le monsieur, peut-être le monsieur est tranquille. C'est un monsieur qui tient à toi, qui veut refaire sa vie. Mais toi, tout le temps, tu lui dis, écoute, j'ai pas confiance, fous-moi le camp, ça ne va pas. Tu me rappelles mon ex-mari. Bah, personne ne peut vivre avec quelqu'un quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, quelqu'un qui ne sait pas reconstruire. C'est épuisant émotionnellement. Voilà pourquoi tu dois te guérir avant d'envisager notre relation. Mais te guérir, c'est d'abord pour toi, hein. C'est pas pour les gens. Et on ne se trompe pas avec. Aujourd'hui, vous l'affirmez, vous existez par vous-même, libre. C'est une sensation grisante quand on a derrière soi un parcours qui était parsemé de douleurs. Et le titre de votre roman dit tout. Libre. Oui. Libre, c'est
comme j'ai dit, c'est un appel à la résilience. C'est libre, c'est de se déchaîner de finalement toutes ces barrières, toutes ces chaînes qui nous empêchaient d'exister, de sortir la merveilleuse personne qu'on est. C'est ça libre. C'est pas libre, oh je suis libre, je fais ce que je veux. Non, c'est libre dans la tête, libre dans le cœur, libre, être une femme qui sait qu'elle a de la valeur. Je parle de la valeur, c'est très important. Par où on commence pour se reconstruire? On doit d'abord assumer ce qu'on a vécu. À partir du moment il faut où assumer ce qu'on a vécu, il faut reconnaître, il faut le vouloir. Voilà. À Oui. partir du moment où on prend la décision de dire stop, c'est une décision, début, bien sûr. Parce que les gens pensent souvent qu'avec le temps, tout va aller bien. Ben non, avec le temps, rien ne va. Si rien n'est fait, rien ne va. C'est pour ça que c'est une décision personnelle. Il faut vouloir mettre un stop à ce que tu vis. Qui a tapé une fois, tapera toute la vie. Si vous Pardon? avez un mari qui a Oui. giflé une Oui. fois, il giflera toute la vie. Si vous avez un mari qui gifle une fois, je ne dis pas de quitter, mais il faut mettre ça sur la table, il faut lui parler. Et, bah, certaines, il faut partir. Parce que bah, l'expérience montre un homme qui t'a frappé, bah, va te frapper. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il est lui-même malade. Il n'a pas conscience. Et puis, c'est ce que les femmes font. C'est qu'elles trouvent des excuses aux hommes qui les tapent. Ah, je suis sûre qu'il est rentré ce soir et je pense que je l'ai un peu énervé. Ah, je pense qu'il était fatigué, c'est déjà un peu abusé. Et puis, elles commencent à cacher les blessures, les bosses. Elles entrent dans une spirale. Et puis, le monsieur, il se sent fort et tout, mais tu n'as pas de valeur. Le dominateur. Oui. Oui, mais à un moment donné, il ne faut pas dire que c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Tu dois prendre ta responsabilité et partir de là. Est-ce qu'on te force à rester? On ne te force pas. Est-ce que le discours de Bibi Chkoun est entendu dans un contexte culturel africain, notamment en Afrique subsaharienne? Oui. Ce discours-là, Oui. est-ce que, au-delà, vous voulez certainement, avec votre livre, et c'est ce que vous avez dit, déconstruire les mentalités. Oui. Mais est-ce que cette volonté de déconstruire, c'est valeur un peu culturelle, parce que n'arrive pas finalement à vous mettre dans un cloisonnement et vous passez pour cette femme-là qui veut en réalité déconstruire une société africaine bien ancrée dans ses valeurs. Quelles valeurs? Socioculturelles. De mort. Les valeurs de mort, les femmes qui meurent dans les foyers, les femmes qui se font repasser par le monsieur, les femmes qui sont battues et meurent, quand pas enterrées, et les enfants souffrent. C'est quoi alors les valeurs en Afrique? C'est qu'il faut supporter mourir, ne pas vivre. Personne n'est venu pour vivre pour quelqu'un. On accouche quelqu'un, il est seul. Dieu donne de la valeur à chaque être humain. Donc si le mariage en Afrique ou dans nos valeurs culturelles, bah, je suis désolée, il faut que ça change. Sinon, on va continuer d'enterrer les femmes. Est-ce qu'avec Libre, les regards sur vous n'ont pas changé? Moi, je me bats pour la santé mentale des personnes. Et en l'occurrence, je suis une femme des femmes. Parce que les femmes souffrent beaucoup. Les femmes sont éteintes. Plein de femmes ne sont pas heureuses dans les mariages, mais restent par certaines, parce qu'elles ne peuvent pas, par conformisme, parce que c'est trop compliqué. Ce n'est pas mauvais. Mais ce que je veux dire, ce que je dis, c'est que quand à un moment donné, tu ne te regardes plus, tu sais, l'opportunité de la vie ne se présente qu'une seule fois. On ne vit qu'une fois. L'opportunité de la vie ne se présente qu'une seule fois. C'est-à-dire quand tu vis là, c'est ta seule opportunité que tu as de vivre. Il faut réfléchir. C'est pour ça que le dernier chapitre de mon roman Libre, c'est la mort. Ça peut sembler glauque, mais c'est parce que je voulais établir une relation très, très, très proche entre la vie et la mort. Ce n'est pas une continuité de la dépression, non. Ce dernier chapitre est un chapitre philosophique. En fait, j'amène le lecteur à prendre conscience de sa mort pour prendre conscience de sa vie, de l'importance de sa vie, parce qu'on va mourir. Bon, tu préfères donc quoi? Vivre comment? Tu sais, l'une des choses que les gens qui sont à l'aube de leur mort regrettent, c'est d'avoir pas pris assez de temps pour eux. Bah, on va s'offrir un passage justement de ce 7e chapitre que vous avez intitulé « La mort ». Et il y a un passage où vous dites « Je nourrissais d'ailleurs le rêve de rencontrer et d'avoir une discussion un jour avec un des pires tueurs en série qu'a connu la planète. Qui sait? J'aurai peut-être un jour l'occasion de me tenir en face de Guy Georges, le tristement célèbre tueur en série français, Odette Kemper, l'effroyable tueur en série américain, au quotient intellectuel élevé. Voilà, au quotient intellectuel impressionnant,
peut-être qu'un jour, je serai criminologue ou alors profileuse. Oui. Je ne sais pourquoi ni d'où cela me vient, que j'aime particulièrement observer les cadavres. J'ai une profonde fascination pour les thanatopracteurs. Oui. Lors des obsèques, mon moment préféré est celui de la découverte du corps. Je suis souvent contrainte de sortir de la salle ou à exposer le défunt, de peur qu'on ne remarque l'attention particulière que je lui accorde. Bah alors, c'est noir. Oui. Noir, sombre, mais en même temps saisissant. Oui. Ça dénote la détresse, l'ampleur. En fait, c'est un peu une cohabitation avec la mort, un jeu entre séduction, peur, tout est mélangé. Tout à fait. Et la mort perçue un peu comme cette liberté qui va nous permettre de déconnecter avec tout ce qui est hideux dans notre vie. Et en même temps, cette mort qu'on ne maîtrise pas forcément, dont on veut... Qui est extrêmement fascinante. Voilà. Donc moi, je n'ai pas peur d'aborder les sujets de la mort. Mon grand-père disait, la mort ne s'y prend pas le sage. Donc je pense qu'il faut avoir conscience de sa mort. Pas pour vivre comme on vit avec une épée de Damoclès sur la tête, on se dit qu'on va mourir demain, non. Mais pour profiter de la vie, ne pas se contenter d'exister, de vivre. Il faut faire des choses que tu as l'habitude de faire qui te font du bien. Il faut prendre du temps pour soi. Il faut se chouchouter. Il faut s'offrir des cadeaux. Il faut se féliciter. Oui. On peut par exemple travailler et au bout d'un mois décider d'aller se faire plaisir. Bien sûr. Et ne pas penser forcément, je dois épargner, je dois. Bien sûr. Parce que aujourd'hui, comment dire, en fait, je veux dire, les gens meurent vite. D'accord? Tout le temps. Il y a des accidents. Je ne dis pas qu'il faut ne pas planifier sa vie et tout, mais il faut vivre intelligemment, il faut lâcher prise. Et maintenant, ça dépend de chacun. Hein. D'autres, c'est en faisant des achats compulsifs. D'autres, en se faisant pouponner, je ne sais pas, de maquillage, un spa, j'en sais rien, moi. Pour arriver à déterminer ce qui nous fait plaisir, il faut déjà apprendre à se connaître. Il faut se connaître. Et comme je dis souvent, l'une des meilleures façons pour se connaître, c'est de rester seul. Alors, je ne parle pas de la solitude qui s'avoisine à l'isolement. Non, c'est la solitude, comme moi j'appelle la solitude positive, pour se connaître. Un tête-à-tête avec soi. Avec soi. Aujourd'hui, les gens ont peur de rester seuls. Mais tu as peur de rester seul, mais tu veux qu'un homme reste avec toi, ou tu veux que quelqu'un reste avec toi. Comment tu fais ça? Il faut rester seul. Il faut prendre du temps. Tu lis, il faut beaucoup lire. Moi, j'invite les femmes à beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Il faut, ce que tu veux, il faut rester seul à la maison. Prendre du temps, respirer. Ne rien faire, mais rester seul. Parce que quand on reste seul, très souvent on a peur de rester seul parce qu'on fait face à ses pires doutes, ses pires démons. On a peur de soi. Tu vois, les gens font toujours tout. Ah, tu fais quoi? Tu fais qu'on se voit? Regarde, on se voit pour perdre le temps. Mais non, parce que tu as peur de rester seul. Parce que quand tu restes seul, tu as ta réalité. Tu sais que tu n'arrives pas, ça ne va pas. Surtout le soir venu. Surtout le soir. Il faut travailler cela, il faut travailler. On reste dans un mariage parce qu'on a peur de se coucher seul le soir. Exactement. Et c'est la chose la plus difficile. Hein. Oui. Moi, quand j'ai divorcé, c'était l'une des choses les plus difficiles parce qu'il faut, si tu dors avec quelqu'un, tu as un voisin de lit pendant des années, il faut te réhabituer à dormir seul. Ça, c'est la chose. Je suis que les personnes qui sont divorcées ne vont pas me dire le contraire. Dormir seul. Donc, j'ai connu, c'était difficile, j'ai connu l'alcoolisme. Et j'ai parlé à beaucoup de femmes qui l'ont connu, qui buvaient. Parce qu'à un moment donné, moi, je buvais pour pouvoir m'endormir. Je ne pouvais pas m'endormir sans boire. J'avais besoin de ça. Et puis, l'alcool agissait comme un sédatif, censé atténuer mes problèmes. Ça, voilà, c'était comme ça. Et puis, bah, je buvais. Je m'envoyais des litres et des litres et des litres d'alcool tous les jours. Comment est-ce que vous avez décidé de sortir de ce gouffre-là? L'alcoolisme? Bah, quand ta vie en danger. Et quand tu te lèves à minuit pour aller acheter une bouteille de vin, à 1h du matin, il te faut absolument ta bouteille de vin, et que tu te lèves de chez toi à minuit, à 1h du matin, tu comprends qu'il y a un problème. Quand tu refuses les interactions sociales, tu refuses d'aller voir des amis et passer un moment avec les personnes, les humains, et que tu préfères rentrer chez toi le soir et te retrouver en tête à tête avec la bouteille, et que c'est ce que tu préfères, il y a un problème. À un moment donné, la bouteille devient orgasmique de boire. Il y a un problème. Parce que quand ça te fait changer d'habitude, des habitudes sociales, et te renfermer sur soi, c'est un problème, il faut arrêter. Donc, bah, voilà quoi.
Voilà, mesdames, vous comprenez un peu, on a les clés justement pour s'en sortir et comme on l'a dit, une vie après le divorce, c'est possible et il faudrait commencer par prendre conscience du fait qu'on a un problème, se soigner avant de chercher à ramener de nouvelles personnes dans notre vie parce qu'on ne peut pas, comme vous l'avez dit, en étant malade, essayer d'imposer notre mal-être aux autres. Absolument. Parce qu'on va finir aussi par mettre une pression psychologique aux personnes qui tiennent en nous. C'est pour ça que ça passe par le pardon aussi. La dimension du pardon est très importante. Il faut pardonner. Moi, j'ai eu une haine viscérale pour mon ex-mari pendant longtemps. Il faut pardonner. Si tu es encore à détester ton ex-mari, si tu lui souhaites la mort, je ne sais pas moi quoi, lui, il faut parler, il faut dire. Souhaiter qu'il ne soit pas heureux. Qu'il ne soit pas heureux. Je souhaite que non, tu ne peux pas aller bien. Il faut pardonner. Dans tous les cas, on va revenir un peu sur les chiffres. On prend l'exemple du tribunal de première instance de Douala-Bonassama, Bonabéry. Nous sommes dans le 4e arrondissement de la ville de Douala et selon les révélations de Data Cameroun, 17 demandes en moyenne de divorce sont enrôlées par mois. C'est dire que si on a un seul tribunal avec 17, imaginez toutes les juridictions du pays rassemblées, ce que ça peut faire au bout d'une année. C'est dire que le phénomène est sans cesse croissant au Cameroun et ce n'est pas l'apanage du Cameroun, c'est un phénomène mondial, qu'on soit sur le continent africain ou au-delà. Le phénomène des divorces est de plus en plus récurrent et plusieurs conseillers matrimoniaux, du moins des experts, estiment que les jeunes candidats au mariage aujourd'hui n'ont pas la préparation requise ou bien s'appuient sur des données erronées. Et dans les jeunes couples aujourd'hui, la notion de patience et de compréhension, la notion de compromis et d'acceptation, parce qu'à partir du moment où les conseillers matrimoniaux disent vous décidez de cheminer avec quelqu'un, il faudrait déjà à la base intégrer que c'est un comportement différent des autres, il va falloir faire avec. Et c'est parfois sous le même toit que l'idylle des fiançailles va céder la place à la réalité. Vous allez peut-être découvrir que vous n'aimez forcément pas sa façon de dormir ou de manger ou d'échanger avec vous. Et pour des raisons parfois qui ne tiennent pas forcément sur des violences, parce que d'office, quand c'est violence, automatiquement, on doit se séparer parce que ça ne sert à rien de déboucher sur un féminicide. On parle féminicide, mais il y a aussi des hommes victimes dans des foyers qui finissent par perdre leur vie à cause d'un mariage. On ne reste pas dans un mariage par conformisme, on y entre par conviction. Et il faudrait y rester, surtout avec cette même conviction-là. À partir du moment où c'est brisé, normalement, on devrait dire stop. Oui. À partir du moment où c'est brisé, qu'on a le sentiment d'avoir tout fait, qu'on ne peut plus donner, qu'on n'a plus de l'amour, qu'on n'a plus... Inutile d'avoir, de dormir le soir et d'aller étrangler son époux. Je ne sais pas où son époux, ça ne sert à rien. Mais oui. Parce qu'à un moment donné, vous vous détruisez plus. Vous détruisez votre famille, vous détruisez vos enfants, vous leur donnez un mauvais exemple. Vous êtes malheureux, surtout. Mais pourquoi est-ce qu'on vient... On n'est pas sur la terre pour être malheureux. Il faut éduquer les gens au bonheur. Il faut être heureux. On ne vit pas par procuration. Derrière le bonheur de quelqu'un, c'est fait peser sur les épaules d'une personne une très forte responsabilité. Personne n'est responsable de ton bonheur. Même pas ton mari. Soyons responsables de notre bonheur. Bien sûr, personne n'est responsable de ton mari. Oui. Chacun construit son bonheur. Oui. Tu ne peux pas... demander à ton mari je veux dire, tu ne peux pas être heureuse parce que c'est lui qui doit te rendre heureux. Non, c'est pour ça qu'il faut être heureux d'abord avant de se marier. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des blessures émotionnelles. Il faut se guérir avant d'aller... On ne se marie pas parce qu'on veut, dans le mariage, être heureux. Non. On se marie parce qu'on veut rendre quelqu'un aussi heureux. C'est pas, tu ne peux pas te marier parce que je veux qu'il me rende heureuse. Est-ce qu'on peut être tenté de penser que les clés d'un mariage réussi n'est pas forcément... Ce mariage réussi ne repose pas forcément sur l'amour, mais sur cette notion première qu'est le respect de l'autre, de l'humain. Absolument. La preuve. Si on parle des foyers où qui ont mis long, il y a le respect. C'est le respect. Il ne peut pas avoir d'amour... Enfin, moi, je préfère de respecter avant d'être aimé que d'être aimé. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un te respecte, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Quelqu'un ne peut pas te faire n'importe quoi quand la personne te respecte. Pourtant, si on t'aime. C'est une donnée tellement fragile, l'amour. Ça change demain, mais le respect est intact.
Mais l'amour évolue. Enfin, je dis, quelqu'un peut ne plus t'aimer, par exemple. On doit, par exemple, s'imaginer aujourd'hui qu'il serait important d'inculquer aux petites filles qu'elles sont des reines à la base. Absolument. Et qu'elles doivent être méritées. Oui. Voilà. Il faut montrer aux femmes qu'elles ont de la valeur. C'est pour ça que je parle beaucoup de valeur. Une femme, c'est... Les femmes portent le monde, mais les femmes, malheureusement, n'ont pas conscience de leur valeur, de leur force, de leur puissance. Mais pourquoi? À cause bon, il y a plein de raisons. Comme j'ai dit, c'est culturel, c'est même biblique, oui. Puisqu'on dit la femme sage bâtit sa maison, mais celle qui... Enfin, elle a des tout de ses propres mains. La société... Déjà, quand on parle de femmes divorcées, pour te reconstruire, pour te remettre en couple, si c'est un homme, oh le pauvre, il a mis long déjà, même ça fait 1 an qu'il est divorcé, il faut qu'il prenne quelqu'un. Déjà, on l'encourage, mais une femme, elle s'est remariée ou bien elle veut se remarier, elle avait quelqu'un. Tout de suite, c'est-à-dire, on ne sera jamais, il n'y aura jamais un temps qui est bon pour que tu refasses ta vie. On arrive malheureusement dans le contexte africain à avoir des jeunes filles qui convolent en juste noces sans avoir même conscience qu'elles sont des femmes, qu'elles sont des êtres humains et qu'elles ne sont pas là seulement pour la popote. Exact. Qu'elles sont là aussi pour être épanouies parce qu'on a l'impression qu'une fois qu'on est marié, ça équivaut seulement à des responsabilités. Non, on peut être marié et on est épanoui simplement dans ce foyer-là. Se marier, c'est aussi, c'est pas mauvais de penser que dans mon mariage, je serais plus épanouie que lorsque j'étais seule. Voilà, ce qui fait que beaucoup de femmes... vous êtes deux pour vous faire plaisir. Ce qui fait que les femmes mariées qui sont heureuses dans le ménage, je ne sais pas si toi, moi je suis sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, une femme mariée ne peut pas assumer qu'elle est heureuse. Oui, parce que quand tu dis que tu es heureuse et que tu es mariée, on se dit, mais non, tu ne peux pas être heureuse. Ben si, il y a des femmes mariées heureuses. Donc du coup, on n'assume pas parce qu'on se dit tellement, on a mis dans notre tête qu'une femme mariée, forcément, tous les problèmes du monde et qu'elle supporte ça et que c'est comme ça. On est d'accord, mesdames, il y a la maternité, il y a le poids des maternités qui amène peut-être aussi à avoir une femme qui perd peut-être tous ses atouts, ses qualités physiques, mais non, arrêtons de trouver, ou bien arrêtez de trouver des excuses. Il faudrait qu'on arrête cette politique de l'autruche. Ce n'est pas parce qu'on a fait des maternités qu'on n'est plus la belle femme de 25 ans. Ce n'est pas parce qu'on a 45 ans qu'on se dit que tout est derrière. Non, il faudrait déjà commencer par s'aimer, s'approprier son nouveau corps et s'assumer tout simplement pour amener l'autre. Parce que parfois, comme vous l'avez dit, le problème, le premier danger, c'est que tel que je me vois, je transmets cela à mon partenaire et mon partenaire me traitera comme tel. Exactement. Alors, si vous valorisez... Il faut ôter cette culpabilité. Alors moi, je vais parler de la notion de culpabilité parce que très souvent, les femmes culpabilisent de s'occuper d'elles. Oui, c'est-à-dire, tu vois, une dame, le simple fait de prendre du temps pour elle, elle se dit non, mais j'ai trop de choses à faire, je ne peux pas me permettre d'aller. Mais non, elle culpabilise même. C'est-à-dire, elle est mal d'aller peut-être faire un spa. Elle est mal d'aller, je ne sais pas moi, de se mettre dans un coin juste pour lui, de laisser un peu le linge. Mais non, tu peux le faire demain. Tu peux le faire demain. Va voir Karine, je ne sais pas moi quoi, à ta copine, vous buvez un thé, vous passez un bon moment, vous causez, vous discutez. Voilà, demain tu vas venir laver le linge encore, ça va pas. Mais toi, tu dois être bien pour être une bonne épouse, une bonne maman, une maman heureuse. Tu peux tout être. Tu peux être une femme mariée, une chef d'entreprise, une employée, une maman, une épouse heureuse. Tout ça, c'est possible. Dans tous les cas, mesdames, messieurs, je vous le recommande vivement. Libre. Je pense que beaucoup de femmes gagneraient à parcourir le livre parce qu'il est d'abord, comme on dit, le premier médicament pour l'esprit et c'est montrer aux femmes justement que c'est possible malgré les turpitudes, malgré les difficultés d'une vie, de se reconstruire, de s'approprier son corps et d'avancer. Se reconstruire, mais surtout se reconstruire sainement. C'est possible. Et la première difficulté à éviter, c'est de se dire comment est-ce que je n'y arriverai pas. Non. Lorsque vous mettez des blocages personnels, vous n'y arriverez pas. Dites-vous, c'est possible. Maintenant, réfléchissez sur comment le faire
comment y arriver, vous aurez des solutions. Et si vous n'y arrivez forcément pas seul, faites-vous accompagner. Voilà. Il y a des conseillers matrimoniaux, il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des amis, il y a la famille. Donc, commencez peut-être au niveau de la cellule familiale avec des personnes en qui vous avez confiance. Et chemin faisant, vous trouverez forcément la solution. Dans tous les cas, on ne va pas souhaiter bon courage aux femmes dans les foyers parce qu'on n'est pas dans une logique que c'est la merde, je me permets cela, entre guillemets, dans les foyers. Mais on va appeler à une prise de conscience des femmes sur ce qu'elles valent. Mesdames, vous êtes des reines, alors valorisez-vous. Et il faudrait que, quelle que soit la personne, parce que ce n'est pas seulement le partenaire, même l'amitié, on doit vous mériter parce que vous êtes particulière, vous êtes magnifique et vous êtes unique. Ah oui. Merci d'avoir été notre Bibiche, merci. Merci beaucoup Adrienne. Ça a été un plaisir de vous partager. Avoir. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que se referme ce numéro de Moi Femme sur Dash News. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.